Avec lui, Paris devient un diamant. Voici l'immortel Danny Laferrière. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Danny Laferrière, je t'ai vu descendre. Je peux pas croire que tu viens de fêter ton 65e anniversaire. Mais il est immortel. Ben voilà. Et voilà. Voilà. Alors, je me permets de te dire, moi, souhaitez-vous un bon fête, mon cher académicien. Merci en pile. Merci en pile. Merci en pile. C'est un honneur de te recevoir, Danny, d'autant plus que le jeudi, normalement, tu sièges à l'Académie française. Donc, ce soir, t'as foxé, là, tu fais l'école buissonnière. Ben pour être ici, voilà. Et t'as le droit, est-ce que tu vas avoir une absence dans ton bulletin? Ben je vais gagner moins. Tu viens nous présenter ton 30e livre. Je pense que je les ai tous lus. Autoportrait de Paris avec chat. Et c'est un roman qui est très différent parce que tu l'as entièrement écrit et dessiné de ta main. L'Express a même dit que c'est le livre le plus fou et le plus libre paru en France depuis des décennies. Ton éditeur, lui, dit que ce n'est ni une bande dessinée, ni un roman graphique. Toi, t'appellerais ça comment? Un livre? Je pense que c'était le nom générique. Mais ça m'a permis de me reposer, de retrouver ma sérénité. Si on m'avait laissé, j'aurais fait 1000 pages. Hein. Oui, quand on tombe sur quelque chose qui nous plaît, donc on reste longtemps dessus. Et ça t'a pris 18 mois de le faire à la main. Oui, là. oui. C'est long, là, pour un livre. Non, j'ai pas vu le temps passer. Non? Comme j'ai pas vu les 65 ans passer non plus. Camus à Coco Chanel, d'Ernest Hemingway à Jean-Luc Godard, de Marguerite Duras à Django Reinhardt, sans oublier Borges et Cocteau, entre autres. On plonge avec toi dans ce Paris de rêverie et de rencontres imaginaires avec ces personnages illustres. Ton livre aurait pu s'appeler « Rencontres illustrées avec mes morts préférés ». Non, il y a quelques vivants, mais Ouais. très rares, très rares. C'est vrai que j'aime bien les morts. Ils sont plus vivants que nous. Non, mais les morts ne peuvent plus nous décevoir. Ils ne peuvent plus nous décevoir et puis ils sont plus vivants. La preuve, quand on lit un écrivain qui est mort depuis des siècles, il nous parle et nous sommes obligés de l'écouter. Et à ce moment-là, il devient plus vivant que nous puisque nous nous taisons et qu'il parle. C'est ça, ouvrir un livre. Ben oui. C'est écouter un mort. Je te cite, « Ce livre n'a rien à voir avec la littérature, c'est le livre d'un maniaque. C'est vrai. Es-tu sous médication? » Non, je me soigne. Et c'est ça, le dessin, c'est ça, les couleurs, faire quelque chose qui soit physique. C'est une autre façon d'écrire, dessiner. J'ai voulu le faire comme cela. Je n'ai pas mis le dessin à part et l'écriture à part le texte. J'ai voulu qu'il soit un ensemble. J'avais entendu cette phrase de Cocteau qui disait que l'alphabet, les lettres de l'alphabet, c'est du dessin organisé. Alors j'avais compris que dessiner, c'est une autre façon d'écrire. Ah ouais. Et c'est bizarre, les gens disent qu'on n'a jamais vu ça depuis. On a vu des livres, des romans un peu graphiques, on a vu du dessin, on a vu du texte, mais fait autant. Si on met toutes les pages écrites à la main, ça fait à peu près 200 pages. Et les pages de dessin aussi, c'est-à-dire j'ai 120 pages. 1200 dessins. Ouais. Et dans le livre. Donc j'ai fait dans l'abondance et j'aurais pu ne jamais m'arrêter. Moi, je trouve que c'est un privilège extraordinaire d'avoir accès à la main d'écriture de quelqu'un, la calligraphie qui se perd. Et ça parle beaucoup, ça. Et voilà, exactement. Ça parle beaucoup et on voit bien les hésitations, on voit bien... Parce qu'il y a des mots que j'arrive jamais à écrire. Parmi, je mets toujours S dans parmi. Alors, à chaque fois, j'hésite et on voit, et quand il y a une grosse faute très claire et que j'ai fait trop de dessins pour reprendre toute la page, alors je fais une fleur avec. Danny, je te cite, « Je suis le défenseur de la main. La main a une mémoire que l'ordinateur n'a pas. » Bon, il me vient toutes sortes de questions à propos de ta main, mais de quelle mémoire parles-tu? La mémoire de tout ce qu'elle a touché. Vous savez, c'est l'un des 5 sens, le toucher. La main qui a caressé la peau d'un enfant, et la main qui a caressé l'écorce d'un arbre, la main qui a connu le froid, la glace pour la première fois, le chaud, et la main qui a serré tant de mains, et la main qui a aimé, la main qui a refusé de tendre la main à ceux que nous méprisons. Donc la main a vécu. Donc cette main-là, on l'a oubliée. C'est le premier outil de l'homme et de la vie. Et quand le pouce s'était écarté du reste de la main, c'est un outil
Et ça nous a servi pendant plus de 15 000 ans. Et là, brusquement, en moins de quelques décennies, nous avons mis quelque chose d'électrique au bout de cette main et nous refusons de l'utiliser. Moi, je pense que nous sommes en train de perdre quelque chose. Moi, j'adore tout ce qui est électronique. Je trouve que ce serait terrible de ne pas avoir cela. Mais de jeter la main comme ça, et vous écrivez une lettre à la main à quelqu'un, vous devez vous excuser. Je m'excuse de vous écrire à la main. Moi, de mon temps, c'était le contraire. Je m'excuse de vous envoyer une lettre dactylographiée. Ouais. Et donc, la main, je pense qu'il faudrait la reprendre. Et personne ne pense qu'il pourrait faire 320 pages à la main. Moi, j'ai eu l'idée j'ai dit, je vais écrire un livre de 1000 pages à la main. Et j'étais comme impressionné par moi-même. Je dis, mais est-ce que vous allez pouvoir le faire? Et parce que je n'écris pas bien. J'écris très, très mal. Non, je confirme, c'est vrai. Mais oui, Ah ouais? j'ai dû apprendre à écrire à la main. Vous voyez, vers la fin, ça s'est mieux organisé et je peux me lire. Donc, j'ai dû réapprendre. Et ça a coûté extrêmement cher pour apprendre à écrire. Un enfant qui apprend à écrire, c'est ardu pour faire le A. C'est compliqué, le O est facile. Mais le K, allez-y vous voir. Quand vous avez 4 ans, 3 ans, c'est très dur. Ça nous a coûté des années. Et là, on jette ça, un savoir-faire comme ça. Tu as tout à fait raison. Comment les autres membres de l'Académie française ont reçu ce livre qui est complètement hors norme? Eh bien, ils ont adoré. J'ai reçu des lettres de Marc Fumaroli. À la main? Oui, à la main. D'ailleurs, naturellement, à l'Académie, on écrit tout à la main. On envoie les lettres à la main. Mais j'ai été très impressionné. Marc Fumaroli, c'est un homme très âgé. C'est un des plus grands critiques du XVIIIe siècle vivant, peut-être le plus grand. Donc, ce type, il ne parle pas dans notre époque. Et tout se passe dans le XVIIIe siècle. Et il a employé le mot enchanté, enchanteur, enchanteresse au moins 8 fois. Wow. Et j'ai vu Michel Serres, naturellement, qui a beaucoup aimé. Et Jean-Luc Marion, qui est un philosophe pointu, grand lecteur de Kant. Enfin, il m'a dit ce que j'attendais et qui est le plus beau compliment. Il a dit, moi aussi, je sais dessiner. C'est ça que j'attends, moi. Marc, tu as l'air impressionné. J'adore ça. J'adore. C'est génial. On apprend plein de belles choses. C'est beau. C'est super beau. Bon, garde, j'ai un cadeau pour Oui, toi. c'est ce que je voulais. Merci. Voilà, je parlais de Cocteau, de Gréco. Possible de me le signer à la main, s'il vous plaît? Tout à l'heure. Tout à l'heure, OK, merci. Non, pour la signature, il y a une étang. Il y a une étang. Non, je paie quelqu'un. Super beau. Danny, dans ton livre, il y a aussi ce chat. Un chat qui parle, qui porte le nœud papillon, qui fait la fête, qui n'aime pas le lait, mais plutôt le vin rouge et qui n'a pas de queue. Je te cite, « Je n'ai pas de chat, je ne connais pas de chat et je n'aime pas les gens qui aiment les chats. » Pourquoi un chat? Oui. D'abord, la phrase est de Genet qui l'a dit et qui a été même plus gentil. Il a dit « J'aime les chats, mais je n'aime pas les gens qui aiment les chats. » Bon, ben c'est ça, la France, c'est les bons mots et ça court les rues. Pourquoi un chat, précisément? Parce que je ne connais pas les chats, mais aussi parce que c'est l'animal emblématique des écrivains. Donc, comme j'allais beaucoup parler d'écrivains, ils ont tous adoré. Cocteau a un chat, Colette a plein de chats, Malraux a des chats, Céline a un chat, Bébert. Alors, tu t'es inventé un chat. Non, je n'ai pas inventé. Il s'est présenté à moi sans visage. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Vous n'avez pas de visage, vous n'avez pas d'yeux, vous n'avez pas de nez, vous n'avez pas de bouche. Il m'a dit, c'est que j'essaie de passer incognito. Alors, j'ai trouvé que c'était un chat qui avait un style et il est resté. Il a contesté tout ce que je pensais, tout ce que je disais, tout ce que je faisais. Et tu lui as mis des oreilles, des yeux, une bouche, mais pas de queue. Et je ne savais pas que les chats avaient des queues. Ben, comment pas veux-tu souvent qu'ils vu. se reproduisent, Danny? Dans ton livre, tu fais aussi l'éloge de l'alphabet, ces petites lettres, dis-tu, qui soutiennent tout l'édifice du langage. Est-ce que c'est vrai que les voyelles observent avec une certaine condescendance les consonnes? Ah, mais c'est la classe sociale, c'est la bourgeoisie, les voyelles. Et elles sont là, A, E, I, elles sont toutes partout, elles sont dans tous les mots, et elles sont indémodables. Elles sont magnifiques, elles sont un peu snobs aussi, et prétentieuses. Mais l'alphabet, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir, s'il n'y avait pas l'alphabet, nous serions tous morts. Imaginez quand vous voyez les bibliothèques remplies de livres. Tous ces livres, ce sont des souvenirs, des mémoires, des angoisses, des impressions, des sensations, des émotions, des intuitions, des inspirations que l'être humain a déposées au fil des siècles et des millénaires, surchargeant l'alphabet. L'alphabet porte le fardeau du monde.
Et s'il n'y avait pas cela, vous vous imaginez, on aurait perdu toute la mémoire du monde. Hitler aurait pu nous dire qu'il n'avait pas existé. On aurait refait le monde à chaque fois parce que notre mémoire est poreuse. De plus, l'alphabet absorbe tous les bruits du monde. Imaginez s'il n'y avait pas l'alphabet, les livres écrits comme ça, qui obligent l'être humain à faire silence parce qu'on vient d'ouvrir un livre ou d'écrire un livre, tous ces gens-là seraient en train de faire du bruit dans le monde. C'est vrai. L'immense cacophonie, si on ne les obligeait pas à aller lire dans les livres. Danny, ça va faire 3 ans que tu as fait ton entrée à l'Académie française. La présence de femmes à l'Académie française est récente. L'Académie a été fondée en 1635. Il aura fallu attendre jusqu'en 1980, 345 ans pour y voir une femme dans ses murs, Marguerite Yourcenar. Aujourd'hui, sur 40 membres qui y siègent, on ne retrouve que 4 femmes. Est-ce que l'Académie française est un boys club? C'est RDS, finalement. Ben, le monde du journalisme sportif. Disons carrément 4 femmes et un noir. Ouais. Mais il faut absolument. Il faut qu'il y ait beaucoup de femmes. Parce que d'abord, elles écrivent, et presque plus souvent. Et il n'y a plus de livres écrits par des femmes. Et en plus, ce sont 80% des lectrices. Ben oui. Des lecteurs sont des lectrices, du lectorat plutôt, pas 80% des lecteurs comme on dit, je dirais plutôt du lectorat, et sont des lectrices. Moi, je le sais d'ailleurs, quand je suis au Salon du Livre, que je signe, et les rares hommes qui arrivent devant moi me disent toujours « c'est pour ma mère ou pour ma femme ». Il y en a qui ont encore honte d'acheter un livre. Et quelqu'un m'a dit « mais mettez là, c'est pour ma sœur ». J'ai dit « comment il s'appelle ?»« Franck ». J'ai dit, vous pouvez dire, c'est pas honteux de lire un livre. Au contraire, hein? Ben oui, c'est une richesse extraordinaire. Mais il y a un groupe militant de l'UQAM qui tente de convaincre le corps enseignant d'adopter un français dégenré dans leurs interventions. On propose des mots comme contributeurice, heureux, nombreux et des pronoms comme seuse ou celleux. Mais Qu'est-ce que tu en penses? Tout le monde a le droit. C'est-à-dire la langue, toutes les langues ont marché comme ça. C'est parce qu'il y a des gens qui contestent. Peut-être qu'on comprendra que la langue ne retiendra pas tout, mais la langue retiendra, par exemple, cette contestation. C'est-à-dire il y a des gens qui veulent être présents dans le dictionnaire, dans la grammaire. Ils en ont le droit. C'est une passion populaire, la langue. La seule chose, c'est que ça ne concerne pas seulement des petits groupes ou une élite. Ça concerne l'ensemble de la population. Et c'est une chose difficile à bouger. Et quand on regarde l'histoire de la langue, c'est ça que l'Académie fait. Vous voyez, par exemple, quand il y a un mot à faire entrer, parce que nous ne faisons pas, nous n'avons aucune autorité définitive sur la langue et le dictionnaire. C'est le peuple qui définit ça. Oui, parce que ce n'est pas l'élite qui trouve les nouveaux mots. C'est l'usage qui définit ça. Nous prenons 35 à 40 ans pour faire une édition du dictionnaire. Aucun académicien n'a vu de sa vie 2 éditions complètes du dictionnaire. Même comme moi, je suis arrivé à la lettre V. C'est tout près. Mais nous prenons 35 à 40 ans. C'est une cathédrale construite par des fourmis. Donc c'est quelque chose d'extrême. Il faut y aller avec finesse. Il faut attendre le temps, que le temps passe et que l'usage accepte ça. Mais cela n'empêche pas qu'il y a une masse énorme de femmes qui sont sur le marché du travail, qui travaillent dans tous les secteurs. Elles ont le droit d'affirmer leur présence et demander, par exemple, que le dictionnaire reconnaisse leurs fonctions. Et ça, je pense que l'Académie est tout à fait d'accord à cela. Mais quant à toucher à la grammaire, c'est quelque chose qui dépend du peuple. Danny, cet automne, une bibliothèque publique qui devait porter ton nom a ouvert ses portes à Petit-Goâve pour remplacer celle qui avait été détruite lors du tremblement de terre en 2010. Mais on a effacé le nom de Danny Laferrière sur l'immeuble. Pourquoi? Mais parce que les gens disent que la Constitution, et là sûrement ils ont raison, et dit qu'on ne doit pas donner le nom de quelqu'un à une bibliothèque publique et qu'il ne soit pas mort. Ah. Moi, j'ai voulu rester vivant. Je suis pour la bibliothèque, mais Plus tard. Oui, plus tard. Comme aurait dit Brassens, très tard. C'est Jean Cocteau qui disait « Un académicien, c'est quelqu'un qui, après sa mort, devient un fauteuil. » Oui, fauteuil. Es-tu d'accord avec lui? Tout à fait, tout à fait. Et c'est à la gloire de l'Académie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de singularité. Et quand je suis rentré à l'Académie, je l'ai compris. Et je ne suis pas un nouvel académicien, je suis académicien depuis 1635. C'est-à-dire que je suis le fauteuil numéro 2.
Je peux me présenter comme ça, fauteuil numéro 2. Là-bas, et tout le monde te reconnaît. Oui, tout le monde, c'est parce que sur ce fauteuil-là, où se sont assis Alexandre Dumas fils et Montesquieu, Oui. et nous faisons le même travail. C'est un courant qui passe entre nous et qui est la langue, et sa force, et son mouvement, son rythme, et les émotions qui l'accompagnent. Est-ce que le fauteuil numéro 2 accepte de rester avec nous? Le fauteuil numéro 2 ne se déplace jamais. Merci, Dany Laferrière. Alors, Dany, c'est ma première carte manuscrite de l'histoire de l'émission. Je l'ai écrite à la main. Oh, merci, merci. Oula, et c'est écrit, mieux que moi. Avec ton nouveau livre, tu confirmes que tu es un grand écrivain et tu prouves que tu n'es surtout pas un sans-dessin. Merci, Dany Laferrière. Après la pause, Marc Bergevin. Comme Chantal, est-ce que vous sacrez parfois en regardant les matchs? Parce que tout à l'heure, elle nous a avoué qu'elle disait « patine, esti de chaudron ». Oui, disons que durant une partie, je suis émotionnel, oui. Très. Surtout cette année.